société romaine, la langue latine et notre civilisation contemporaine. Il concerne les relations de l'individu avec la société, libertas, potentia, fama, etc., des unités linguistiques et des types d'énoncés, verbum, sermo, fabula, etc., des mots du vocabulaire de la rhétorique comme allégoria et des termes à la fois concrets et abstraits, des termes concrets qui renvoient à l'abstrait comme examen ou signum, ainsi que des procès usuels, des verbes de très haute fréquence, du vocabulaire fondamental qui sont passés dans les langues romanes, comme noscere, etc. C'était un ouvrage assez original, puisqu'il y avait 24 auteurs, mais parmi eux, 15 auteurs véritablement principaux, chacun ayant rédigé la partie dont il était spécialiste. Par exemple, Jean-Paul, ici présent, a rédigé l'origine indo-européenne des termes latins. Moi, comme maître d'œuvre, j'ai un peu touché à tout, mais surtout au statut synchronique des lexèmes et à leur place dans le lexique latin. Pour que les auteurs travaillent ensemble de la même manière, j'ai établi un plan pour l'étude de chaque lexème que je vous ai mis ensuite. Comme nous n'avions pas le temps d'étudier tous les mots du vocabulaire latin, on a pris certains mots qui avaient déjà été travaillés par des spécialistes. Et j'ai essayé de faire le tour de tout ce que l'on peut dire sur un mot donné. Donc, on commençait par la phonétique, etc. Pourquoi cette idée de faire le tour de tout ce qui avait été dit? C'est que la première édition du dictionnaire étymologique de la langue latine d'Ernest Meillet datait de 1932. Donc, 80 ans après, il était possible de compléter avec tout ce qui avait été publié depuis, et on ne pouvait pas faire un dictionnaire parce qu'on n'avait pas la place. Donc, on a choisi les mots qui étaient prêts, qui avaient été fortement travaillés dans des thèses ou dans de gros travaux, et on a complété avec tout ce que l'on peut dire dans les différents paragraphes que vous avez en bas de la page. Donc, pourquoi la phonétique? Pourquoi paragraphe 1, graphie, phonétique, phonologie? Parce que les graphies et les variantes graphiques nous renseignent sur la prononciation, et parce que le latin nous oblige à distinguer les phonèmes et les réalisations de phonèmes. Pourquoi la morphologie? Parce qu'il y a des développements flexionels, et parce qu'on les voit en latin tardif, on les voit réapparaître, on les voit en latin archaïque, on les voit réapparaître en latin tardif. Donc, ça nous renseigne à la fois sur l'évolution diachronique et sur l'évolution diastratique. Troisième paragraphe, la distribution du terme dans les différentes périodes d'attestation. La première occurrence, c'est souvent chez Plaute à l'époque archaïque, parce que ce sont des mots fondamentaux. Mais pour les mots plus techniques, c'est à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. Les mots fondamentaux, généralement, sont attestés dans l'ensemble de la période latine de l'Antiquité, mais au moins du moins 1er siècle jusqu'au plus 2e siècle, avec un regain au 5e siècle à cause de saint Augustin, dont l'œuvre est absolument gigantesque. Ceux qui sont peu attestés, techniques comme Allégoria, le sont à peu près peu attestés à toutes les périodes. On voit également dans ce paragraphe le niveau de langue, bas ou élevé, prose ou poésie, genre littéraire et les variations donc diastratiques. La sémantique, c'est le paragraphe 4, c'est de loin la partie la plus développée. Elle peut atteindre 15 ou 20 pages. De ce fait, on commence toujours par une synthèse, un plan, et ensuite l'exposé plus détaillé. Il y a là-dedans des textes véritablement précieux parce qu'il y a, par exemple, 2 thèses non publiées, très belles, mais non publiées, Potentia et Verbum, et il y a des thèses publiées, mais évidemment dans leur entier, et il est toujours utile d'avoir en 10, 15 ou 20 pages une synthèse d'un gros volume important. Le paragraphe 5, donc, ce sont les analyses synchroniques et la formation du mot en latin, c'est-à-dire souvent
l'analyse en suffixation, composition, etc. L'interprétation des auteurs latins qui est assez révélatrice, même si elle est très éloignée de la nôtre. La famille du mot, c'est-à-dire à quoi a servi le mot comme base de suffixation ou de composition, et les associations synchroniques avec d'autres lexèmes, synonymie partielle, parasynonymie, jamais de synonymie absolue, et antonymie. Le paragraphe 6, donc, histoire au cours de la latinité, les évolutions des emplois, et la deuxième partie, qui est celle de Jean-Paul, c'est les formes étymologiques et l'origine indo-européenne. Le 7e paragraphe, c'est la descendance dans les langues romanes. Nous visions les langues romanes plutôt que le français, parce que ça nous donnait des indications sur le caractère usuel du mot en latin. Mais bien sûr, nous sommes dans un séminaire d'histoire du français, donc je vais essayer maintenant de me concentrer sur le français, en utilisant le dictionnaire historique de la langue française et en comparant ce que dit ce dictionnaire avec ce que nous avons écrit pour les mots latins. Puisqu'il s'agit de vocabulaire intellectuel, il est tout à fait attendu que les emprunts soient nombreux. Il me semble que la plupart des emprunts relèvent d'une restriction de sens entre le latin et le français, si je compare avec les sens donnés par ce dictionnaire historique du français. Alors, je vous ai mis un certain nombre de mots. Allégoria, qui est un mot technique qui apparaît seulement au moins 1er siècle chez Cicéron, puis au plus 1er siècle chez Quintilien. Vous voyez qu'il a une grande polysémie, ce qui n'est pas le cas en français. Donc, je crois qu'on peut parler de restriction de sens. Pour exigérer, c'est pareil. Je pense qu'il y a une restriction de sens car le verbe latin avait une polysémie plus large. Pour guérir de même, et le dictionnaire historique l'avoue, puisqu'il dit c'est avec ce dernier sens de exécuter, faire que le mot est passé en français. Pour sermo, alors là, le dictionnaire historique, à mon avis, insuffisant. Il ne parle que il parle du sens conversation, mais il ne montre pas que sermo s'est répandu et qu'il a mangé les occurrences d'Horatio, alors qu'à l'époque ancienne, sermo et Horatio étaient opposés. Sermo, c'était les conversations privées à bâton rompu, et Horatio, les discours argumentés de manière officielle. Il y a quand même quelques mots qui ont à peu près la même polysémie, me semble-t-il, en français et en latin. Gloria, par exemple. Libertas, bien que, évidemment, en latin, ce soit surtout le fait d'être un homme libre par rapport à un esclave, mais il y a la liberté politique. Il y a des mots monosémiques dans les deux langues, comme bilinguis et trilinguis. Ce sont des populations où l'on parle 2 ou 3 langues. Par la voie phonétique, alors nous avons également, me semble-t-il, des restrictions de sens. Signum, qui, par la voie phonétique, et l'emprunt, c'est le point 2. Restriction de sens, d'après ce que je lis dans le dictionnaire historique, la forme attendue, c'est saint, mais ça a été refait en signe qui a repris l'essence de signum. Et la collègue qui a étudié ce mot, dans le cadre de l'analyse sémique, puisqu'elle appartenait à l'école de M. Moussy, a terminé en forme de synthèse en disant c'est un sémème représentation. Vous voyez les différents sens, ils sont extrêmement nombreux. Il y a des sens concrets et des sens plus abstraits, c'est-à-dire ce que nous entendons par signe. Je voudrais souligner que dans les sens techniques des concrets, il y a quelque chose de très important chez Saint-Augustin. Pour la première fois, Saint-Augustin parle du mot comme un signe linguistique. Le verbum est un signum et il a 2 aspects qui correspondent à ce que nous appelons signifiant et signifié. Donc, Augustin, là, est un précurseur. Et il y a également un sens signal chez Grégoire de Tours, au sens de cloche. Mais on comprend bien qu'une cloche est un signal particulier, un signe qui veut dire quelque chose et qui est passé dans les langues romanes. Alors, verbum est également très important. La thèse n'a pas été publiée.
La collègue pose comme sens fondamental ce qui est dit, sens visuel fondamental. Dès l'époque archaïque, elle montre la polysémie entre le singulier et le pluriel. Verbum au singulier, c'est un mot, avec toute la polysémie du mot, parce que même actuellement, nous ne savons pas définir le mot en linguistique générale. Et au pluriel, un ensemble de mots, un énoncé, livre, une phrase, un formulaire, un proverbe. En latin classique, verbum accroît encore sa polysémie dans le vocabulaire de la rhétorique et dans le vocabulaire des grammairiens chez Varron pour devenir le verbe grammatical par opposition à nomen, substantif et adjectif. Chez les auteurs chrétiens, il devient quasiment un nom propre. On peut mettre un V majuscule puisqu'il s'agit du verbe divin, c'est-à-dire du Christ, traduction du grec logos, qui est lui-même un calque sémantique de l'hébreu dabar, lequel est extrêmement polysémique et signifie entre autres aussi bien la pensée que la parole. Verbum, dans le langage courant, est opposé à res parce que les mots sont volatiles et les choses sont solides. On dit verba dare aliqui, donner des mots à quelqu'un, c'est-à-dire le payer de mots. Et le mot a des associations synchroniques en rhétorique et en linguistique avec sententia, vox, mais il s'oppose à res pour ce qui est des relations entre le lexème et son référent. Cette relation que nous distinguons clairement, elle n'était pas clairement distinguée par les grammairiens latins et notamment pas chez Varron. J'ai pris ensuite comme exemple examen. Donc, examen est intéressant parce que par la voie phonétique, il donne le mot essaim, troupe d'insectes et troupe en général, dans presque toutes les langues romanes, mais par la voie de l'emprunt, il donne en français examen, analyse, qui semble être repris du sens chrétien, qui avait la valeur de jugement, jugement dernier, et le jugement que Dieu porte sur les hommes. Alors, des mots comme cela, évidemment, me semble-t-il, font problème pour l'origine d'un verbe comme examiner ou d'un substantif comme examinateur. Moi, j'aurais tendance à penser qu'ils sont des emprunts au latin avec substitution de suffixes tor, teur. Examiner peut être également fait en français comme un verbe dénominatif. Vous avez ensuite l'encadré avec les trois valeurs principales d'examen en latin. Elles sont attribuées à différentes époques. Essaim troupe, c'est l'époque archaïque. Processus de levée équilibre, c'est l'époque augustéenne. Et examen-analyse, c'est l'époque chrétienne. De sorte que le collègue qui a rédigé cet article estime qu'il y a deux examens, qu'il y a deux lexèmes examens. Il y en a un qui désigne l'essaim, qui est en rapport avec aguerré, et l'autre, la pesée et l'examen, qui est en rapport avec exiguéré. De ce fait, il fait des oppositions synchroniques et des différences différentes selon les trois sens. Et il note que pour le sens aiguille de la balance, examen est unique, il n'y a pas d'équivalent. Par la voie phonétique, fabula a donné fabulari en latin au sens de parler, et c'est le verbe générique en espagnol et en portugais. Le sens de conversation familière est conservé donc dans ce verbe en espagnol et en portugais et dans quelques rares substantifs comme le portugais. Mais en français, on sait qu'il est devenu un peu péjoratif et minoratif avec disparition des sens du théâtre. L'intrigue d'une pièce de théâtre ne réapparaît pas. Pourtant, le sens étymologique de fabula, c'est ce au moyen de quoi on parle. Et le dictionnaire historique du français parle bien de la racine ba, énoncé parler en indo-européen, mais il oublie de mentionner le suffixe bula ou boulum d'instrument, de sorte qu'il oublie de mentionner le sens étymologique
de fabula, ce au moyen de quoi on parle. Quaerere, donc, est bien installé en espagnol et en portugais, où il a connu une grammaticalisation comme un verbe vouloir, donc un verbe de modalité. Et bien sûr, dans d'autres langues, il est représenté comme en français, mais il n'a pas donné grand-chose par quérir en français. Cognoscere a gardé, d'après ce que dit le dictionnaire historique, la grande polysémie du latin. Donc, il y a une similitude de sens. Je signale simplement que le dérum a des précisions sur l'existence de deux préverbés qui n'est pas du tout mentionné par le dictionnaire historique. Le premier préverbé étant le latin que nous avons. Potentia. Alors, potentia n'est pas publié, et pourtant c'est un mot extrêmement important. Il n'est pas passé par la voie phonétique. Les langues romanes ont préféré potestas, et nous verrons peut-être pourquoi au fur et à mesure dans le développement. Par contre, les emprunts sont nombreux, mais en français, l'ancien français potence, au sens de puissance, n'est pas demeuré usuel, me semble-t-il, mais il est considéré comme un emprunt par le dictionnaire historique. La première attestation est chez Sallust et Cicéron, donc pas à l'époque archaïque, et il est bien attesté jusqu'au IIe siècle. Ensuite, il y a une accalmie et il réapparaît à la fin du IVe et au Ve chez Augustin, mais également chez les auteurs techniques. Vous voyez dans l'encadré les différents sens, il y a 3 sens différents. Le premier est plus ancien, le grand A, le B et le C, ça apparaît un peu plus tard, puisque le B apparaît à la fin, quelques occurrences à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, et le C plus tard. Alors, si nous regardons ce qui est sous l'encadré, quelle est la définition essentielle de potentia à l'époque donc de Cicéron? C'est une puissance de fait à caractère social se manifestant au sein de la cité, d'où la puissance effective d'individus humains, mais aussi d'entités diverses avec des emplois techniques. Cette puissance repose sur la naissance, l'argent, les appuis. C'est donc la puissance des nobles, nobiles, par opposition au pouvoir fondé institutionnellement, qui sont dénotés par potestas et par imperium. Chez Cicéron, potentia a une valeur péjorative et Cicéron oppose la potentia principum à la auctoritas optimatium, ce qui est le versant positif de la puissance des nobles. On arrive à une connotation positive avec la puissance des cités en A2 et la puissance de Dieu lorsque potentia traduit kratos en A3. La puissance des entités naturelles peut être également considérée comme positive, la foudre, les astres, les éléments, les minéraux, et notamment, ce qui est le plus souvent évoqué par exemple chez Pline l'Ancien, la puissance des plantes, leurs propriétés intrinsèques, mais leur puissance effective. Le passage à B, du sens A au sens B, est à mon avis une sorte de grammaticalisation, puisqu'on arrive à la capacité qui est le degré le plus bas de la modalité. Ça apparaît à la fin du 1er siècle, du moins 1er siècle. Petit à petit, on va voir potentia rencontrer potestas à l'occasion de la traduction du grec dynamis. On le voit en bas du paragraphe B chez Boès, qui traduit Aristote, et qui emploie les deux de manière interchangeable. Et paragraphe C, cela se confirme dans les situations de traduction, dans les textes philosophiques, notamment Marius Victorinus. Donc les deux mots se rapprochent. Je voudrais signaler en mathématiques quelque chose qui me paraît impressionnant du point de vue de la longévité. Marcianus Capella traduit le grec dynamis, qui est au datif chez Euclide, par au carré, mettre un chiffre au carré, et il le traduit par potentia.
c'est l'expression française de puissance 3. Voilà. Donc, le mot latin est emprunté dans les langues modernes en allemand, en danois, en norvégien et en suédois, mais il y a un renouvellement cyclique en français et en anglais, puisqu'on actualise avec le mot qui signifie la puissance, 2 puissance 3, et en anglais, 2 to the power of 3. Alors, je critique ensuite le dictionnaire étymologique de la langue française, l'arbre historique de la langue française. Il dit que potentia est peu fréquent à l'époque impériale, vous voyez que ce n'est pas le cas. Il ne parle pas de la formation de potentia, il dit simplement potens, c'est le participe de potere, mais il ne dit pas qu'il y a un abstrait qui est formé dessus. Et il parle de contamination. À mon avis, il n'y a absolument pas de contamination. C'est que possum a 2 radicaux latins, pot et pos, phonétiquement conditionnés. Et on prend pot parce qu'il y a une voyelle derrière dans potere. Bon. Voilà. Et il appelle sens faible, ce qui est plutôt un sens modal. Alors, si j'ai encore le temps, je peux passer au deuxième livre que vous avez à la queue leu dans l'exemple privé. Donc, le second livre s'appelle « Les animaux aquatiques en latin, études linguistiques et sociétales ». Je le donne à Pierre. Bah, vous l'avez, d'accord. Donc, parce que ça m'intéresse particulièrement. Il est tiré également du DHELL de la deuxième partie qui s'appelait « Les langues techniques ». Donc, c'est Mauro qui est responsable de la partie zoologique. Et moi, je suis responsable de la partie linguistique et de la partie linguistique au sens large, c'est-à-dire cognitive. Donc, nous avons trouvé ces termes chez Pline l'Ancien, dans les livres 9 et 32, ça s'appelle les aquatilia, chez Pline l'Ancien. C'est tout ce qui vit dans l'eau. Alors, nous n'avons pas suivi Pline jusqu'au bout parce qu'il estime que les hippopotames sont des aquatilia. Alors, on a laissé les hippopotames et les castors. On a laissé les castors. Mais on a pris les monstres marins et les mammifères marins. Alors, nous avons trouvé également des mots chez Ovide pour les poissons de mer et chez Ozone pour les poissons de rivière. Alors, je tiens à souligner la complétude de ce corpus parce que M. de Saint-Denis, en 1947, dans sa thèse, n'avait pas pris Ozone, qui était trop tardif. Il s'était arrêté à Pline. Alors, donc le classement est celui de la zoologie moderne, poissons de mer, poissons de rivière, crustacés, mollusques, petits animaux bizarres, vers, oursins, étoiles de mer, mammifères marins, monstres marins et reptiles. Dans les reptiles, c'est la tortue et la couleuvre. Et donc, la première partie comporte les problèmes linguistiques de ce vocabulaire et les questions sociétales parce que le poisson était une marque de richesse d'une certaine manière dans la société romaine. Les gens pauvres mangeaient des petits poissons avec beaucoup d'arêtes et les gens fortunés avaient des gros poissons. Ils adoraient les gros poissons, surtout pour les genres de poissons qui normalement étaient petits, donc ils payaient très cher pour avoir des gros poissons. Et certains personnages très fortunés avaient une véritable passion pour des poissons d'élevage et notamment des murènes. Il paraît qu'une des dames très proches de l'empereur avait mis des boucles d'oreilles à sa murène et que les riches propriétaires ne voulaient absolument pas qu'on touche à leurs poissons d'élevage. La deuxième, donc ça c'est la première partie. La deuxième partie, c'est l'ensemble des catégories rangées par ordre alphabétique, mais d'abord par catégorie. La troisième partie, c'est un tableau synoptique. C'est moi qui l'ai fait, mais c'est Mauro qui est responsable des données. Et la quatrième partie, c'est la synthèse linguistique. Donc, j'ai donné en dessous 2 exemples. J'ai choisi 2 mots qui sont bien évidemment encore présents d'une certaine manière. C'est salmo, le saumon, et ostrea, l'huître. Alors, le saumon était évidemment très important chez Ozone, puisqu'il décrit les poissons dans la Moselle. Il y avait des saumons dans la Moselle.
Et c'était également important dans la Gironde, donc il était très connu, mais évidemment, ce n'est pas un poisson méditerranéen. Je l'ai cité parce que Linné, le créateur de la nomenclature moderne pour tout ce qui est les catégories naturelles, au XVIIIe siècle, a choisi ce mot latin comme premier élément du binôme scientifique, et il a choisi salar, la truite chez Ozone, comme deuxième élément. Donc, quand on va chez le poissonnier, actuellement, l'État a obligé les poissonniers à écrire le nom scientifique, et ce mot s'appelle Salmo salar, comme depuis le XVIIIe siècle. Bon, voilà un exemple de ce que nous avons fait. J'ai réduit, nous avons décrit selon l'habitat, les traits physiques, nous avons donné les attestations, la formation du mot. J'ai fait une proposition parce que le mot est considéré comme obscur. Donc, moi, je vois le radical latin sal ou sar qui veut dire sauter, parce que je trouve que c'est quand même la caractéristique du saumon quand il remonte vers son lieu de naissance. Pour la nomenclature scientifique, donc, on a gardé cette expression en premier élément, et je signale une erreur dans les manuscrits, de lecture de manuscrits. Il existe une truite indigène en Europe qui s'appelle Salmo trutta. Trutta, c'est un mot gaulois. On l'appelle la truite fario, mais en réalité, c'est parce que le F majuscule a été confondu avec le S. Absolument. Il faut dire rare, finalement, c'est rare. Ça. Oui. Oui. Comme erreur. Oui. Alors, le nom de l'huître vient du grec, mais c'est un mot totalement intégré au latin, donc on le traite comme un mot latin, même si son origine est du grec. Donc, quels sont les thèmes principaux de l'ouvrage? Ce n'est pas seulement l'identification des animaux, c'était le premier travail de Mauro, c'est lui qui a fait l'essentiel. Moi, j'ai parfois tranché quand il y avait des problèmes parce que je me suis documentée sur ce à quoi ressemble le poisson et ça m'a permis de donner quelques étymologies. Mais il est certain qu'il y a un problème épistémologique considérable entre la science d'aujourd'hui et la science des Romains. Les Romains fonctionnaient de manière empirique par ce qu'ils voyaient du poisson, de sorte que linguistiquement, c'est le point 1, il n'y a pas de bi-univocité entre le nom de l'animal et l'animal lui-même, entre le lexème et l'entité extralinguistique dénommée. C'est-à-dire qu'un poisson donné peut avoir plusieurs noms, le thon a 4 ou 5 noms, et un même poisson, un même nom peut être donné à 2 poissons différents, un poisson de mer et un poisson de rivière. Umbra, par exemple, dans la mer, c'est l'ombrine, et dans les rivières, c'est l'ombre. Et il y en a une dizaine comme ça. La lotte. Oui, voilà. Rivière et lotte, clair. Oui. Deuxième problème qu'on expliquera aussi tout à l'heure, qui pose linguistiquement le problème de la décision entre un seul lexème polysémique et plusieurs lexèmes homonymiques. Lupus, le loup terrestre, a donné son nom à lupus, le bar, le loup de mer, car les 2 poissons sont agressifs. Est-ce qu'on peut rapprocher cela du phénomène souligné par John Lyons en anglais? Il y a banque numéro 1, établissement bancaire, et banque numéro 2, la rive. Personnellement, je penche pour l'homonymie, mais les dictionnaires usuels, comme vous le savez, rangent tous sous la même entrée, ce qui implicitement peut pencher vers la polysémie. Alors, second point, la cognition, que l'on peut aborder de 2 manières. Le procédé de dénomination d'abord, qui est le plus important. Il y a différentes phases. La première phase est certainement la sélection du trait saillant de l'animal que l'on veut dénommer, que la communauté linguistique veut dénommer. Les traits saillants peuvent être la forme, la couleur, le comportement, l'habitat, et d'autres traits encore. Il me semble à ce moment-là, selon moi, qu'il y a 2 types de procédés pour fabriquer une dénomination. Un procédé direct, si l'on connaît bien l'animal, et
s'il existe un orthonyme dénotant le trait saillant. La couleur, par exemple. Rouge a donné rougette. Cela est assez bien représenté en latin par quelques termes de couleur. Caeruleus, qui veut dire bleu foncé, c'est le nom du requin bleu, le bleu. Le procédé direct peut reposer également sur une partie du corps de l'animal qui est notoire et qui n'est pas usuelle. Barbus, le barbeau, sur barba, la barbe, parce qu'il a des filaments sous la bouche. Donc pour moi, c'est le procédé direct en ce sens que l'on dénote explicitement le trait. Le procédé indirect est plus subtil, on fait appel à une autre entité où on perçoit le même trait saillant que dans l'animal à dénommer. Et on procède par un transfert dénominatif que j'appelle transfert métaphorique parce que quand on y réfléchit, c'est là le même processus cognitif que lors de ce qu'on appelle la métaphore stylistique. Donc, en l'occurrence, en latin, c'est le nom des entités terrestres qui sont transférées dans le nom des animaux aquatiques. Aquila, l'aigle. Aquila, l'aigle de mer. Acus, l'aiguille. Acus, l'aiguille de mer. Léo, le lion. Léo, le homard. Bos, le bovin. Bos, le bœuf marin. Cucumis, le concombre. Cucumis, le concombre de mer. Et ce transfert de dénomination dans notre corpus est le procédé dominant. Donc, je vous laisse trancher entre un lexème polysémique ou deux lexèmes homonymes. Moi, je préfère l'homonymie parce qu'il me semble que, en usage, le sujet parlant qui désigne le poisson ou le concombre de mer ne pense pas du tout à l'élément terrestre. Il me semble, mais je reconnais que nous ne sommes pas dans le cas de John Lyons parce que entre l'établissement bancaire et la rive d'une rivière, il n'y a aucun point commun en métalangage, tandis que là, il y a un point commun en métalangage. Donc, je vous laisse choisir entre les deux, mais je reconnais que les dictionnaires n'ont pas beaucoup de place et qu'ils ont raison de tout mettre sous la même entrée, ça économise la place. Alors, le deuxième point pour la cognition serait la classification de Pline et la perception qu'il a des animaux. Ce qui m'a beaucoup amusé, c'est qu'il a des règnes intermédiaires. Donc, le règne animal, c'est pour les animaux qu'il considère comme vivants. Le règne minéral, c'est pour les coquillages, considère que c'est de la pierre et considère qu'ils n'ont pas de sensibilité, pas de sensus. Le règne végétal, il ressemble à des branches, à des buissons. Il ne dit pas s'ils ont ou non un sensus. Et par contre, il a un règne intermédiaire entre l'animal et le végétal. Ce sont les orties de mer et les éponges. Et là, il dit qu'elles ont un sensus, elles ont une sensibilité. Alors, je passe sur un point très rapidement qui n'est pas dans votre exemplier, c'est le mot piscis. Piscis, c'est le poisson, c'est le terme générique. Et chez Plaute, c'est employé pour des coquillages, pour des calamars. Bon, ce n'est pas des poissons pour nous. Donc, chez Plaute, à partir du moment où c'est gastronomique, ça peut s'appeler piscis. Il y a une extension un peu comme en anglais, shellfish, qui n'est pas un poisson. Chez Pline, il appelle piscis tout ce qui est dans la mer. Mais pour ce qui est des mammifères marins, il n'ose pas dire piscis tout à fait. Il dit qu'ils ont la forma des piscis, la forma. Et si on regarde bien le sens de forma, ça ne veut pas dire forme comme en français, c'est un trait quelconque, une propriété intrinsèque quelconque. Alors, pour ce qui est des proportions entre les différentes catégories, je les ai mises en dessous, mais ça vous intéresse probablement moins. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a beaucoup de mots savants empruntés au grec, dont je n'ai pas pu tenir compte dans les dénominations, puisque l'étude des dénominations ne pouvait porter que sur le latin, à l'intérieur du latin, de date latine. Rapidement maintenant du latin au français, il y a bien sûr des mots qui sont passés par la voie phonétique
avec des adaptations. Locusta, c'est la sauterelle. Ça a donné le nom de la langouste par transfert métaphorique, et ça a donné le mot langouste en français, mais je crois qu'il y a une langue intermédiaire peut-être. Mais Salmo a donné saumon, Tructa a donné truite et Tinka a donné tanche. L'emprunt, bien sûr, il est très, très bien représenté dans le nom de la baleine, dans le nom de la scolopendre de mer, mais je voudrais souligner quelque chose qui peut-être n'a pas été souligné. Personnellement, il me semble que la plupart des dénominations relèvent du renouvellement cyclique en français. Pour le procédé direct, par exemple, barbousse, en français, s'appelle le barbeau. Donc, il y a sélection du même trait saillant et actualisation lexicale. Je crois qu'il vaudrait mieux que je prenne comme exemple Caeruleus. Caeruleus, qui veut dire bleu, et a pour nom en français le bleu. Donc, ce n'est pas par la voie phonétique, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai trouvé comme transfert dénominatif? Eh bien, la liste qui n'est pas complète de ce que j'ai mis en dessous, c'est-à-dire des mots qui ne sont pas empruntés, qui ne passent pas par la voie phonétique, mais on a l'impression que les gens qui, en français, ont utilisé le terme avaient conscience du même trait chez l'animal, du même trait saillant chez l'animal que la communauté linguistique latine, et qu'ils ont actualisé le nom avec le mot qui était courant dans leur langue à leur époque. Il y a bien sûr des cas ambigus comme Stella, étoile de mer, on pourrait dire Stella a donné étoile ou Pecten la pélipeigne. Mais vous voyez que c'est peu de choses en comparaison de la liste des mots que je style par transfert métaphorique. Alors, dernière chose, je crois qu'on peut resituer ce domaine dans les catégories naturelles. Et ce qui est frappant, c'est la grande proportion des transferts métaphoriques. La proportion est de 100% dans le nom des constellations, parce que le ciel est très loin et qu'il faut vraiment trouver une autre entité qui ressemble par les dessins. Les animaux aquatiques viennent après, et par contre, quand on regarde le vocabulaire des plantes et des oiseaux, il y a moitié de procédés directs et moitié de procédés indirects, ce qui prouve qu'ils sont plus proches de l'homme. Quant aux dénominations des animaux domestiques, elles sont presque toutes héritées. Donc là, le latin n'a pas eu besoin de créer des mots, ils étaient là. Par conséquent, d'un point de vue cognitif, je crois que ça permet de situer autour de l'homme la mer et les animaux aquatiques qui l'habitent, peut-être dans la troisième zone, donc une zone relativement éloignée, et juste avant le ciel. Alors, je vous remercie, je crois avoir tenu le délai. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que Tatiana Taous et Jean-Paul Brachet voudraient dire quelques mots sur leur contribution? Alors, en réalité, Michel Fouy m'a contacté pour donc l'ouvrage sur le vocabulaire intellectuel latin. Donc, on avait un peu vu ensemble quels mots on allait sélectionner. Et puis, j'ai fait surtout un travail de relecture. Vous vous en doutez, sur un site, on a beaucoup d'espace, donc il a fallu alléger un petit peu les rubriques, compléter éventuellement par des données bibliographiques. Oui, actualiser. Voilà, actualiser un petit peu. Voilà, donc c'est ça le gros travail que j'ai pu faire avec Michel Fouy. Et Jean-Paul? Oui, j'ai fait. Bon. Donc, je me suis surtout occupé des notices étymologiques. Là. Vous avez relu beaucoup de choses. J'ai relu aussi pas mal de choses. Il a relu tous les autres qui traitaient de ça. Donc, pour les notices étymologiques, j'ai utilisé un dictionnaire étymologique paru en 2008 qui, évidemment, quand même renouvelait un peu Ernoult Meillet, mais tout n'était pas à rejeter dans Ernoult Meillet, il y a encore beaucoup de choses à garder. Donc, j'ai essayé d'adopter une voie moyenne, notices étymologiques, face parfois à des
Mais, Est-ce que ça marche bien? Oui, c'est bon. mais Jean-Paul a été très fidèle dans le séminaire qui a élaboré tout ça. Et bon, il a eu une action permanente pendant les 4 années de ce séminaire. Très bien. Donc, je vais peut-être donner la parole à la salle pour des questions dans un premier temps, avant de donner la parole aux personnes connectées. Non, mais alors, c'est pas dans votre livre, est-ce que vous pensez que des acceptions intellectuelles de verbes comme capérer ou praendere, Comme quel mot? capérer et praendere, Capérer et... praendere, au sens de percevoir par l'esprit. Oh. Vous pouvez demander peut-être à Tatiana qui a fait sa thèse sur les verbes combattre et qui a beaucoup utilisé combattre dans l'épopée. Et elle a beaucoup utilisé la notion de verbe support. Mais capérer me semble quand même avoir un sens suffisamment précis. Je ne le vois pas comme verbe support à première vue. Non, non, alors là, c'était un petit peu... alors, oui, Son acception intellectuelle. oui, tout à fait, parce que alors là, je suis en train de travailler sur la notion de syleps, Oui. de nombre, de genre, et elle est définie par les premiers grammairiens, non, plutôt les grammairiens du IVe siècle, en termes de conceptio, donc qui a donné le mot concept, et qui est formé sur capio et capere. Donc oui, c'est intéressant. C'est vrai qu'on ne l'a pas pris en compte parce qu'il n'a pas été... Il n'a pas été traité. Voilà, il n'a pas On été l'a pas traité. traité, non. Donc, non. Alors, vous avez mis la liste, hein, il me semble, des mots que nous avions traités. Oui, première page. Oui. Non, il n'est pas traité. Ouais. Oui, j'ai Non. regardé dans la liste. Oui. Ouais. Non. Et après, LDP, quand LDP. Oui. Tout ça, ça fait effectivement, vous avez raison, partie du vocabulaire. Oui, mais ce ne serait pas facile à faire. Oui, parce Étant donné le nombre d'occurrences. Parce qu'il y a un sens aussi évident qui est prendre, qui est très large, et ensuite il va se spécialiser, il peut se spécialiser dans le domaine intellectuel avec l'ajout de préverbé. C'est comme j'ai trouvé aussi ad sumere, qui veut dire donc prendre, mais là dans un contexte grammatical va signifier prendre en plus, c'est-à-dire dans le cadre de la syllabe, c'est qu'on a un mot et les grammairiens nous disent qu'il faut prendre ce mot mais en ajoutant un mot en plus qui est en ellipse. Et donc restituer, si vous voulez. La configuration, c'est dans le cadre où vous avez un verbe en facteur commun et que le verbe ne correspond pas à un des sujets. Donc votre verbe est au pluriel, vous avez un nominatif au pluriel, et ensuite virgule, un mot au singulier, un nominatif singulier. Et ça a posé problème pour les commentateurs et les grammairiens, qui nous ont donc décrit le processus cognitif qu'il fallait avoir, c'était prendre ce mot et ajouter, donc restituer en fait la forme qui souvent n'était pas au présent. La forme à restituer, souvent, c'était un présent qu'il fallait restituer, même si syntaxiquement, c'était un petit peu étrange. Je ne sais pas si je suis très précise. Par exemple, si vous avez une relative qui, donc qui appellerait plutôt un présent général, et qu'ensuite, dans votre principal, vous avez un imparfait. Le texte ne présente que l'imparfait, puisqu'il faut restituer, parce que l'autre est sous-entendu, si vous voulez, comme c'est le même, il ne va pas être réexprimé. Et donc, pour ce faire, les grammairiens nous disent qu'il faut ajouter, prendre en plus, hein, c'est ça littéralement un ad sumere, donc qui est aussi un synonyme de prendre. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que vous avez tout un réseau sémantique autour de la prise, voilà, du verbe prendre, qui peut, d'un point de vue abstrait, avoir des emplois dans le vocabulaire intellectuel. Voilà. Donc, on ne l'a pas fait, mais on pourrait le faire. Voilà. Et pour évoquer ce que vous avez fait et dont vous n'avez pas pu parler
dans la présentation d'aujourd'hui. Donc, il reste un gros matériau de notices. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Alors, il se trouve que moi, j'étais en thèse, je crois, quand vous aviez... Vous étiez en train de terminer. Ouais, donc, moi, j'ai sa thèse et à Toulon. Voilà, à Toulon. Donc, ensuite, j'ai eu un poste à Toulon, ce qui fait que je voyais ça de très, très loin. Et donc, j'étais très heureuse que Michel Fouy me sollicite pour... Mais donc, oui, il y a beaucoup de matière. C'était pendant le confinement. On travaillait à distance. On n'avait que ça à faire. On était coincés à la maison. Alors oui, il reste beaucoup de choses. Alors, je ne sais pas, je ne suis pas retournée sur le site. Il existe toujours? Non, le site n'existe plus, justement. Jean-Paul nous l'a annoncé en novembre-décembre dernier. Mais je crois, Jean-Paul, il était menacé depuis quelque temps. Oui. Vous vous doutiez qu'on allait le supprimer. Et c'est pour ça qu'on avait d'ailleurs commencé ça, avant la suppression. Pas de peur. Il était, paraît-il, obsolète. Et j'avais demandé des sous pour le maintenir, mais à l'ANR, ça n'a pas été possible. Il ne donne pas. Ce qui est étonnant, il donne de très grosses sommes d'argent pour faire quelque chose, pour faire un travail, mais une fois qu'il est fait, il peut disparaître. On ne le maintient pas. Il n'y a plus de suivi. Il n'y a pas de suivi. Il y avait des choses sur les végétaux, non? Dans le vocabulaire technique. Oui, oui, mais nous ne l'avons pas. Oui, voilà, il y avait un matériau qui pourrait rester. Oui, oui, voilà ce qui reste. C'est vrai. Dans le vocabulaire technique, donc j'ai extrait les poissons, mais il y a également certains végétaux. Moi, j'avais fait les plantes que l'on cultive dans le jardin potager, qui servent à la cuisine, qui regroupent d'ailleurs les travaux d'Alain Christophe sur la cuisine. Mauro a fait les noms d'arbres, notamment chez Virgile. Oui, enfin, on a fait plusieurs végétaux et il a fait les fleurs. Ouais. Il a fait des tableaux avec le nom scientifique des fleurs, le nom latin, le nom français, le nom italien. Il avait même joint des photos, mais là, on les avait mis sur le site, mais on ne pourra pas les mettre sur le public. Oui, il y avait également le vocabulaire agronomique des terres cultivables. Mais donc, nous nous sommes dit que pour un premier volume, ce qui était peut-être plus transversal, c'était de travailler sur le vocabulaire intellectuel, de manière à toucher un public plus large. Plus intellectuel. C'est-à-dire que ce sont quand même des mots fondamentaux. Enfin, libertas, on ne peut pas trouver plus important. Verbum, signum, c'est quand même des mots encore aujourd'hui importants. Une grande abstraction. Ben oui, d'une grande abstraction. Oui. Jacques, oui, j'étais très intéressé par ce que vous aviez expliqué à la fin, c'est la quantité importante de transferts métaphoriques. Oui. Et est-ce que c'est le seul? Vous dites que c'est le plus important, mais est-ce que c'est le seul qui permet effectivement en gros, de créer, de générer du vocabulaire nouveau qui n'est pas déjà existant ou qui n'est pas déjà traduit, en l'occurrence du grec? Donc, quels sont les autres procédés vraiment également importants? Eh bien, c'est le procédé direct. Ce que j'ai appris, c'est moi qui l'appelle comme ça, le procédé direct. C'est-à-dire quand la langue fournit un mot usuel, rouge, bleu. On peut faire rouget, bleuet. Également pour le dentex, celui, le denté, parce qu'il a des grandes dents. Il y a un poisson qui a une grosse tête, donc c'est le turbo, capitaux, sur le nom de la tête. Donc ça, c'est ce que j'appelle le procédé direct, c'est-à-dire qu'on prend quand même le mot usuel qui dénote le tressaillant. On sait que le problème de ce poisson, c'est sa tête, ou ce sont ses dents, ou c'est sa couleur. Par exemple, la dorade, aorata, c'est celle qui est dorée. Mais dans les poissons, il n'est pas si fréquent. Mais il faut dire que le lexique latin ne fournit peut-être pas un mot suffisamment précis pour dénoter pile le tressaillant que l'on remarque. Est-ce que je pose la question parce qu'il y a en fait dans les exemples que vous donnez un double procédé. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un procédé analogique, on va dire, par rapport à un trait physique, la couleur, la forme, une partie du corps, mais il y a aussi un procédé de morphologisation.
qui est conjoint. Les deux sont quand même toujours apparemment présents. Vous voyez, les hauts, les hêtes, etc., ou les haies, rouget. Ah oui, déjà, Voilà. important, c'est très important. C'est que dans le transfert de dénomination, passer de l'animal terrestre au poisson, par exemple, ou à un autre animal, on peut garder exactement le même mot, comme dans l'opus, mais on peut ajouter un suffixe. Et le suffixe privilégié, c'est le suffixe qu'on appelle de diminutif, qui a plusieurs formes, il a des allomorphes, mais il ne fonctionne pas comme diminutif dans ce cas-là, il fonctionne comme un suffixe de ressemblance. Oui, d'accord. Alors, c'est un suffixe en oulous, ellous, coulous, il a des allomorphes, tout dépend du type morphologique du mot de base. Oui. La dorade, c'est amusant parce que j'ai remarqué qu'en français, on ne pense pas toujours que dorade veut dire doré. Alors qu'en espagnol, par exemple, dorada, ça veut dire doré directement. Et alors en plus, la dorade, elle est dorée que pour la dorade royale, oui. Et ensuite, il y a les dorades grises, les dorades roses, qui, elles, sont plus dorées. Exactement, oui. Et qui ne s'appellent dorades que parce qu'elles ressemblent à la dorade royale. Et d'ailleurs, chez les poissonniers, je ne sais pas si vous avez observé, mais en principe, la dorade royale s'écrit DAU, alors que les dorades grises et roses, c'est écrit DO. Ah ben, je ne savais Et pas. la dorade coryphène non plus, c'est écrit DO. Il n'y a que la dorade royale. Mais actuellement, il y a une petite dérive. Je discute souvent avec les poissonniers. Et j'ai remarqué, je vois apparaître des étiquettes dorade royale avec un O. Alors, je m'assure, et j'ai l'explication. Finalement, seule la dorade royale sauvage garde le AU, mais les dorades royales d'élevage, D'accord, il y a différence. Bah, je ne savais pas comment. Dans notre bouquin sur les poissons, il y a une page là-dessus. Ah, bah, j'ai pas vu. J'ai même repris dans la chimie, parce que j'ai fait un livre de chimie avec l'étymologie du mort, et toute la et j'ai réussi à caser une dorade royale dans un livre. Non, mais c'est bon. Donc la dorade sébaste, elle s'appelle dorade sébaste parce qu'elle ressemble à la dorade. Absolument. Sébaste, alors Sébaste, c'est un truc aussi qui m'amuse. Le Larousse, comme le Robert, j'aurais fait l'observation tous les deux, continue à écrire Sébaste, origine inconnue. C'est Sébastos en grec, c'est l'empereur, enfin, c'est impérial. Hein. Et Cuvier écrit noir sur blanc, on l'a mis dans notre livre. Cuvier a écrit la dorade Sébaste du grec Sébastos. Mais le Larousse et le Robert, ils n'arrivent pas à y croire. Quoi. Donc, oui, la dorade Sébaste, elle ressemble à la dorade, mais elle a un côté impérial. Oui, moi j'aime moins. Moi, je ne crois pas en avoir mangé. Alors, La royale, c'est la meilleure quand même. oui, est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle? Oui. Oui, toujours à propos des noms de poissons, ces systèmes de création de noms à partir de caractéristiques ou en transférant d'un animal terrestre vers un animal marin, ça me faisait penser à quelque chose qu'on a dans un certain nombre de langues celtiques. Alors moi, je ne connais pas du tout les langues celtiques, mais on m'avait dit ça, où il y a le système de mots tabou et de mots noa. Donc le mot tabou, si on prononce le vrai nom de l'animal, il va nous entendre et il va fuir. Et du coup, on va utiliser un autre nom périphrastique, d'où la couleur, d'où la forme, etc. Et du coup, ça crée des mots qui ont un peu les mêmes procédés de formation. Donc je me demandais, est-ce qu'on a connaissance du même système tabou noa pour le latin? J'en ai jamais entendu parler. Bah, D'accord. dans le tabou linguistique, Oui, d'accord, mais je ne le vois pas pour les poissons. ben, Et ça pourrait être pour les raies et les requins qui sont redoutables, Oui, ça pourrait être pour les monstres marins. Parce que Mais- l'idée, c'était que la pêche serait infructueuse si on utilisait le nom de l'animal. Et donc, il fallait utiliser une périphrase. D'accord. Et ça donnait des périphrases qui ressemblaient à ça, justement, la couleur, la forme, le petit gris. il y a un peu squal. Squal est plus ou moins une origine indo-européenne, qui est la même que whale. C'est le monstre marin, le squal. Alors que requin est un mot, d'ailleurs, pas tout à fait clair, mais comme si on avait établi le squal. Pas évident.
Alors, est-ce qu'il y a des questions à présent des personnes connectées? Donc, je vous propose d'ouvrir vos micros sans lever la main numérique. Je ne vous vois pas tous nécessairement. Non. Pas de questions? Bien, merci encore donc pour ce très bel exposé qui nous a emmené vers des horizons qui nous ont changé par rapport à ce dont on a l'habitude. Merci d'avoir. Et puis très en lien avec l'histoire française, naturellement. Et donc nous allons maintenant entendre Myriam Bergeron-Maguire. Donc peut-être Myriam, je vous propose de ici. Je vais commencer à partager votre PowerPoint. Non, restez là, c'est moi qui, voilà. Et comme ça, vous pourrez manipuler le Plus de place. Donc, le tenir de la programme, des progressions dans tous les villages, tous les noms, etc. C'est dans le projet là qu'on a fait parler de ça. Oui, ce que je trouve intéressant, c'est que vous avez pas donné par superstition, en fait. Michel. Mais que personne. Regarde, non, c'est l'autre, c'est que je chante. Voilà. Si ça vous gêne, c'est pas moi qu'on ne voit pas assez. Ça vous gêne peut-être? Est-ce que tout le monde voit bien à distance le PowerPoint? Je ne suis pas sûr d'avoir partagé correctement. Il n'y a pas le cadre vert, donc je pense. Ah si, regardez, vous êtes en train de partager. Donc, Ah oui, donc c'est tout l'écran. tout le monde voit bien le PowerPoint. Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Oui, tout est bon à distance, merci. Merci beaucoup. Donc, je vais présenter. Je vais présenter Myriam Bergeron-Maguire, donc, qui intervient dans le cadre du programme thématique sur les contacts des parlers et langues avec le français dans son histoire. Elle est déjà venue au Guelph présenter son ouvrage issu de sa thèse. Donc, elle est l'auteure d'une thèse sur le français en Haute-Normandie au XVIIe et XVIIIe siècle, qui est paru en 2018 aux études de linguistique et philologie qui est publié à Strasbourg. Et donc, elle est actuellement maître de conférence à l'Université Sorbonne Nouvelle. Et donc, c'est une spécialiste des documents sur l'histoire du français que nous ont laissé ce qu'on appelle traditionnellement les peu lettrés, entre guillemets, question toujours un peu délicate à employer, et notamment la variété régionale en France et dans l'espace francophone. Elle a travaillé notamment sur différents terrains, la Lorraine, les Français des Amériques, Québec, Gaspésie, Antilles, Louisiane, etc. Et donc là, elle revient un peu sur son terrain d'origine, finalement, les parlers occidentaux, et donc elle va nous présenter cette question du contact entre les parlers occidentaux et le français. Et merci beaucoup de venir nous faire cette présentation. Merci pour cette belle présentation. Alors, je commence déjà en vous remerciant de me donner cette occasion de présenter mes travaux en cours, parce que ce sont des travaux donc, très récents que je vais présenter. Donc, en guise de préambule, je commencerai par rappeler que le français au XVIIe et XVIIIe siècle présentait comme de nos jours des différences sensibles selon les lieux où il était pratiqué. Et ces différences pouvaient être, comme de nos jours, des faits de conservatisme, ou on pourrait les appeler aussi de rétention. Ce sont des caractéristiques là, qui sont définies d'après un critère relatif, puisque ce sont des phénomènes qui ont été abandonnés dans certains espaces. On parle souvent d'effondrement. Et qui se trouvent maintenus dans d'autres espaces. Dans ce cas-là, on parle souvent d'archaïsme. À mon sens, il serait peut-être mieux de parler de maintien parce que ce sont finalement des archaïsmes seulement pour ceux qui ne les emploient plus. Donc ici, on a un cas classique de rétention qui est celui de l'opposition chronologique constatée dans la paire minimale pâte et pâte,
qui ne se maintient pratiquement plus que dans l'est de la France, en Suisse et en Belgique de nos jours. Les différences pouvaient être, encore une fois, comme de nos jours, en lien avec l'innovation, donc des innovations sur moyens propres, si on veut. Donc, une caractéristique formée en recourant aux procédés néologiques habituels du français qui s'implantent dans un espace défini, puisque je m'intéresse aux innovations qui sont propres à des espaces définis dans l'espace. Donc, comme c'est le cas des types lexicaux qui sont représentés sur cette carte qui a été confectionnée à partir des données d'enquête du projet français de nos régions. Donc, ce sont toutes des innovations à partir de procédés néologiques connus du français, la composition, la préfixation, etc. Et puis, le dernier cas de figure, c'est l'innovation, cette fois par imitation d'une caractéristique qui appartient à un autre système linguistique, typiquement ce qu'on appelle des emprunts, selon une métaphore d'ailleurs un petit peu pompeuse. Et c'est le cas de tous les types lexicaux qui sont représentés sur cette carte, cette fois qui illustre les dénominations de l'escargot en francophonie européenne à l'heure actuelle. Donc, on reste dans le monde des mollusques sans même savoir. Et c'est à cette dernière catégorie, les innovations du français obtenues par l'imitation de caractéristiques qui appartiennent à un autre système linguistique que je vais m'intéresser pour cette présentation. Et je vais me concentrer sur la situation du français au XVIIe et XVIIIe siècle, qui est une période, on le sait, durant laquelle le contact avec d'autres langues était quotidien sur l'ensemble du territoire géopolitique français et au-delà même. Donc, ça s'affiche pas super bien, mais c'est pas très grave. Dans l'intitulé de ma présentation, je pose la question « Quoi de neuf ?» ce qui suppose aussi de savoir quoi de mieux. Donc, j'ai décidé d'articuler la présentation comme suit. Je vais d'abord parler de ce que l'on sait déjà, pour ensuite présenter de ce que l'on est en train d'apprendre sur la question, et pour terminer par quelques perspectives pour le futur. Donc, ce que l'on sait à l'heure actuelle, c'est que selon les lieux et les milieux, le contact entre le français et les substrats ou les adstrats, en fonction des périodes gallo-romanes, pouvait être plus ou moins osmotique, en fonction de différents paramètres, comme l'ancienneté de la présence du français dans un espace déterminé, du degré de proximité typologique entre le français et les systèmes linguistiques impliqués. Donc, on peut penser que les interférences peuvent être plus nombreuses dans des situations qui impliquent une langue qui est typologiquement proche du français, même si en réalité c'est un facteur qui demeure assez théorique parce qu'il est dans la réalité bien difficile à mesurer. Et puis, un dernier facteur que je mentionnerai, qui est très souvent cité, c'est le degré de bilinguisme des individus. Et c'est un paramètre qui peut être à son tour influencé par des circonstances comme le lieu d'habitation ou d'origine, selon la fameuse opposition ville-campagne, le degré de scolarisation, l'appartenance à une confession religieuse ou à une autre, la mobilité géographique, etc. Et ces paramètres, ils ont été examinés dans des travaux qui ont porté sur la substitution des langues en France à l'époque qui nous intéresse, et donc qui ont décrit les étapes du bilinguisme du point de vue de l'influence croissante du français sur les parlers traditionnels. Donc, le premier auquel on pense, c'est l'ouvrage magistral d'Auguste Brun, qui est paru en 1923, Recherche historique sur l'introduction du français dans les provinces du Midi, jamais égalé, à mon sens. On peut citer aussi les études de créolistique et de linguistique nord-américaine, puisque ces travaux s'interrogent sur l'origine de traits spécifiques des variétés canadiennes, louisianaises et de variétés de créole, par exemple, en s'appuyant sur des caractéristiques modernes et sur leur comparaison. Donc, on peut insérer dans cette perspective les travaux de Robert Chaudenson ou encore ceux portant sur le français colonial de Albert Waldman en 1979. Et puis, les études de linguistique proprement québécoises aussi se sont consacrées à cette question sous l'impulsion des Straka, Monseigneur Gardette, Courte-Baldinger. On pense en particulier à cet extrait
d'un article de Steve Canek-Marquis et de Claude Poirier qui est paru en 2005, où on lit donc la langue française avait acquis en Amérique un bon nombre de traits originaux bien avant les voyages de Champlain. Elle s'y incarnait dans une variété caractérisée par sa souplesse et ouverte à l'innovation, comme l'était d'ailleurs le français de France à cette époque. Cette variété était employée dans le milieu des pêcheurs, des marins et des navigateurs depuis le début du XVIe siècle. Ce milieu était un creuset favorisant l'intégration d'éléments linguistiques provenant de diverses régions de France. On pourrait ajouter aussi à ça les travaux sur le français acadien, donc sur les provinces qui se trouvent dans l'est du Canada, en Acadie, les travaux par exemple de Geneviève Massignon, qui était une dialectologue de formation. Et puis, j'ajouterai enfin à ce topo un article portant sur les origines prétendument dialectales du français québécois de Jean-Paul Chauveau et de Thomas Lavoie, qui est paru en 1993, où on lit par exemple que l'origine géographique d'un individu est au XVIIe siècle une donnée plus informative sur sa langue qu'elle ne le serait aujourd'hui. Mais elle ne suffit pas à circonscrire sa compétence linguistique. S'il est probable que tout natif d'un lieu quelconque en pratique à cette époque le parlait, il est également vraisemblable qu'il a une compétence au moins passive du français du XVIIe siècle, s'il est originaire du domaine d'Oïl, s'il voyage, s'il est citadin ou s'il sait lire. Et puis, à côté de ça, il y a aussi des travaux, par exemple, de Yann Grob et Jean-Pierre Chambon, un article qui est un classique sur l'histoire des variétés régionales dans la Romagna, consacré aux Français, donc, qui traite de ces questions-là, et puis les travaux de Pierre Rézeau, par exemple. Donc, ces travaux ont permis des avancées importantes et je m'appuie constamment sur eux. Je m'appuie constamment sur eux pour étudier une documentation de première main, nouvelle, donc, et que je vais maintenant présenter. Donc, on passe maintenant au présent. Pour examiner le bilinguisme, entre autres choses, hein, j'examine aussi d'autres choses, mais entre autres choses, le bilinguisme des individus et les résultats de ce bilinguisme, je vais m'appuyer sur un ensemble de lettres privées des XVIIe et XVIIIe siècles qui s'inscrivent dans le contexte de la première vague d'expansion coloniale de la France. C'est un ensemble de lettres qui constitue une documentation que j'ai identifiée dans un fonds qui est conservé aux Archives nationales du Royaume-Uni, qui s'appelle la collection des Price Papers. Et les Price Papers ont été, ce fonds-là avait été réuni par le tribunal de l'amirauté britannique, auquel était confiée la juridiction maritime jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et l'une des missions de ce tribunal était de légiférer la guerre de course, qui, pour rappel, était une activité à retombées économiques importantes, qui consistait à affaiblir les nations rivales en capturant leurs navires. Et les marchandises qui étaient transportées à bord de ces navires saisis étaient revendues aux enchères et les recettes étaient ensuite réparties entre les corsaires, les équipages et la couronne. La documentation qui était transportée sur ces navires saisis, donc qui se chargeait en même temps d'acheminer le courrier entre les empires et leurs colonies, elle était elle aussi confisquée, puisqu'elle était requise comme pièce à conviction par le tribunal. Sans documentation, la guerre de course, elle s'exposait à des sanctions pécuniaires ou encore pire, à être condamnée pour piraterie. D'après l'équipe d'historiens de l'université Karl von Ossietzky d'Oldenbourg, qui s'occupe à l'heure actuelle de cataloguer le fonds, les Price Papers contiendraient environ 160 000 lettres, rédigées entre 1652 et 1817. Et d'après cette équipe, ce sont 19 langues qui seraient représentées dans ce fonds. Alors, lors de ma propre consultation personnelle du fonds, j'ai pu m'assurer de la présence de lettres écrites en français qui sont de loin les plus nombreuses. En espagnol, en portugais, en néerlandais, en allemand et, chose exceptionnelle, en basque, qui est quand même très rare pour l'époque en particulier. Et les courriers ont été interceptés par la marine britannique sur plus de 30 000 navires qui effectuaient la traversée de l'Atlantique dans un sens ou dans l'autre. On a donc là-dedans des lettres qui avaient été rédigées en métropole
et des lettres qui avaient été rédigées dans les colonies nord-américaines ou antillaises qui venaient tout juste d'être fondées. Les lieux d'écriture et de destination des lettres sont représentés donc, sur cette diapositive. Ce sont majoritairement des villes de l'ouest et du nord-ouest de la France, donc Bayonne, Bordeaux, La Rochelle, Nantes, Saint-Malo, Le Havre. Ou encore, ce sont des localités situées dans les jeunes colonies françaises de l'époque, à la Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Domingue, donc l'actuel Haïti. Et ce n'est pas représenté sur cette carte, mais on peut ajouter à ça aussi les Mascareignes. J'ai découvert assez récemment. Il y a beaucoup de lettres qui sont envoyées vers et depuis La Réunion et l'île Maurice. Et il y a quelques lettres aussi qui ont été écrites au Canada et en Louisiane, mais elles demeurent assez minoritaires, à ma grande déception. J'ai un petit parti pris ici. Mais en tout cas, c'est en l'état actuel de mes connaissances du fond, donc peut-être qu'il y en aura d'autres qui se présenteront. Et généralement, en bref, les lettres, elles comportent tout au plus 2 folios. Ça reste assez court. Alors, j'anticipe un petit peu ici sur la suite en disant que ce que j'entends par dialectes occidentaux dans l'intitulé de ma présentation d'aujourd'hui est à prendre dans un sens large. Ça englobe des systèmes linguistiques parlés ou jadis parlés dans un espace compris dans ce qu'on a coutume d'appeler le Grand Ouest, donc à l'ouest d'une ligne qu'on tracerait depuis à peu près Boulogne-sur-Mer et qui descendrait jusqu'à Bordeaux, même plus au sud. Les linguistes sont peu nombreux à avoir examiné ce fond. Les seuls qui s'y sont intéressés de près, à ma connaissance, ce sont des sociolinguistes hollandais qui ont fourni l'édition et l'analyse d'environ 2000 lettres en néerlandais, rédigées au XVIIe et XVIIIe siècle, et aucune étude linguistique d'ensemble n'a encore porté sur les lettres en français. Et c'est ce qu'on se propose de faire dans le cadre du projet ANR Macintosh, qui est l'acronyme de Missing Half the Picture, Classical Not So Classical French, qui est un projet qui va s'étendre sur 3 ans et qui a démarré au 1er janvier de cette année, durant lequel donc, il est prévu d'examiner un échantillon de 1000 lettres tirées de ce fond. Et c'est un projet, donc ici j'ai mis un code barre pour accéder au site du projet, on l'a sous les yeux ici, puis j'ai mis aussi l'adresse pour y accéder. C'est un projet qui implique plusieurs chercheuses et chercheurs rattachés à des institutions européennes et nord-américaines. Et j'en profite au passage pour les remercier pour leur implication dans le projet. Je dirai maintenant un mot sur les correspondants et leur profil. Alors souvent, les courriers sont destinés à un membre de la famille immédiate. Père, mère, sœur, frère, ou encore sont échangés entre époux. Donc, on ne trouve pas plus intime. Les écrivains appartiennent à des milieux socio-professionnels relativement divers sur lesquels on peut avoir des indications directement par le contenu des lettres ou encore indirectement à travers d'autres courriers qui sont saisis sur le même navire. Donc, ce sont souvent les métiers de marins, de commerçants, de tonneliers, de gérants d'habitation qui sont le plus souvent mentionnés. Et à cette liste, on peut ajouter aussi les négriers, qui ne se déclarent toutefois jamais comme tels. La traite négrière et le détail de ces circonstances sont bien mentionnés à quelques reprises dans les lettres, mais de façon assez souterraine, disons, succincte. Chose précieuse et très intéressante, c'est que contrairement au corpus de français écrit existant pour cette période, les lettres rédigées par des femmes ne sont pas en petit nombre. Alors, jusqu'à présent, il y a environ le tiers des lettres retenues pour faire partie de l'échantillon qui proviennent de femmes. Il s'agit de veuves, de dames de compagnie, d'épouses de propriétaires ou de petits gérants et commerçants en tout genre. Et occasionnellement, lorsqu'elles ont quelques notions d'arithmétique, elles participent au commerce des denrées, essentiellement du sucre, du tabac et de l'indigo, en correspondant avec la clientèle métropolitaine. Par ailleurs, on prévoit profiter de ce que le fonds contient un grand nombre de lettres rédigées par des peu lettrés,
en privilégiant ces dernières pour la constitution de l'échantillon, puisque les corpus de français écrits de cette période n'en contiennent généralement pas, hormis quelques exceptions notables récentes, donc les travaux par exemple de France Martineau ou encore ceux de Gerhard Ernst. Et par peu lettré, donc je ne vais pas m'étendre outre mesure sur ce concept qui effectivement est assez délicat à définir, comme l'a souligné Gilles Soukou. Mais par peu lettré, pour dire les choses un peu rapidement, on entend un scripteur qui présente un faible degré de familiarité avec la culture écrite et qui a reçu une instruction sommaire. Et je renvoie aussi aux travaux de Lena Sowada, puisqu'elle a décrit les dénominations du concept de peu lettré et en plus ses applications selon les langues en détail dans un chapitre remarquable de son ouvrage qui est paru en 2021, qui est la somme de ses travaux de doctorat qui ont porté sur des lettres de la Grande Guerre. D'ailleurs, j'en profite pour dire que l'ouvrage de Lena Sowada est paru exactement 100 ans après celui de Léo Schweitzer, qui est le pionnier, à ma connaissance, des études sur les écrits de peu lettrés. C'est un travail qui avait porté sur les interférences avec les variétés dialectales italo-romanes contenues dans des lettres de prisonniers de la Grande Guerre en Italie. Pour revenir aux Prize Papers, donc, hormis les lettres en basque, l'usage du français comme langue écrite est tout à fait exclusif dans les lettres qu'on a examinées jusqu'à présent. On aurait pu s'attendre peut-être à trouver des lettres en occitan ou en breton, d'autres langues régionales de France. Le français est vraiment exclusif. Et on observe, du point de vue de ce français écrit, un degré de maîtrise des conventions de l'écrit qui varie beaucoup d'un individu à l'autre et qui n'est pas toujours corrélé avec une éventuelle appartenance sociale prestigieuse. Et puis, la maîtrise, on l'évalue en se fondant sur certains critères comme la régularité de la calligraphie. Si c'était que ça, tous les médecins seraient des peu lettrés. Mais on va combiner ça avec autre chose, la cohérence de l'orthographe et sa conformité avec les modèles contemporains qu'on atteint par les imprimés, les dictionnaires, les éditions de correspondance qui ne modernisent pas la graphie. Et puis, on peut encore inclure à ça un autre indice sur la maîtrise des conventions de l'écrit, c'est la concordance entre la segmentation des mots et les unités lexicales. Et alors, évidemment, ces caractéristiques peuvent être plus ou moins bien représentées d'un scripteur à l'autre. Les pratiques peuvent être très hétérogènes. Un scripteur qui présente une calligraphie remarquablement régulière peut être très peu au fait des frontières démographiques et vice-versa. Donc, les profils ne se laissent pas départager aisément, en fait, et peuvent être reportés sur un continuum où les notions de lettré et de peu lettré n'ont pas vraiment de valeur catégorisante dans l'absolu. J'en viens au bilinguisme des écrivains. Donc, malgré l'usage exclusif du français comme langue écrite, on peut tout de même supposer que pour plusieurs des individus qui sont à l'origine de ces courriers, la langue qu'ils employaient quotidiennement n'était pas le français. Alors, ça n'étonnera personne, puisque les aires urbaines petites et grandes de la France occidentale et nord-occidentale des XVIIe et XVIIIe siècles se caractérisaient toutes par une situation de bilinguisme, voire même de plurilinguisme, qui touchait l'ensemble de l'espace social à des degrés divers. Et la coexistence de systèmes linguistiques se manifeste dans plusieurs lettres où on observe des phénomènes de contact langagier, tels que des emprunts ou des calques, dont la présence est imputable à un système linguistique qui peut être plus ou moins apparenté au français selon les lieux. Donc, certains faits de contact peuvent être issus de l'occitan, d'autres du normand. Ils peuvent être anciens, ces emprunts, voire même très anciens, et donc être passés en français régional à une date précoce, ou encore ils peuvent être relativement récents. Et ce sont les faits de contact les plus récents et les plus rarement attestés qui peuvent suggérer la compétence dans une autre langue. Et alors, je présenterai pour illustrer mon propos 2 cas concrets. On reste toujours dans le domaine des mollusques.
Donc, deux cas concrets qui sont des diatopismes typiques du sud-ouest de la France, qui appartiennent au vocabulaire de la faune, donc du domaine des mollusques. Et ces deux diatopismes se lisent dans une seule même lettre, adressée en 1778 depuis la Tremblade, qui est située non loin de La Rochelle, par la veuve Elbert à son gendre Pierre Bourdron, qui est voilier de profession et qui était parti pour Saint-Domingue, qui était d'ailleurs en mer quand il a reçu la lettre, pas très loin de la côte. Et donc, je lis le passage avec vous. Je t'avoue des moucles, elles ne sont pas mauvaises, aussi que des huîtres, des cagoules dans un petit panier. Donc, la forme qui m'intéresse, c'est celle-là. En gros, la forme mouscle, telle qu'on la voit à l'écrite, mais probablement moucle, je vais y venir. Donc, c'est une forme, ce mouscle pour moule, qui est enregistré dans la lexicographie française depuis Furetière jusqu'au dictionnaire de Trévoux. Mais tout pousse à croire, en fait, qu'on a affaire, en réalité, à deux types lexicaux distincts. Donc, le premier, c'est moucle, qu'on trouve chez la veuve Elbert, et l'autre qui est moule, qui est enregistré par la lexicographie française. Et dans les deux cas, donc, le S graphique est depuis longtemps annulé. Il est purement graphique. La variante moucle qu'on trouve chez la veuve Elbert, elle est attestée dans des glossaires dialectaux occidentaux, et notamment Saintongeais, depuis 1780 jusqu'au XXe siècle, et elle figure aussi dans une source nantaise, qui est un recueil de français régional daté de 1820. Donc, l'attestation relevée ici pourrait suggérer que l'ère de ce type dialectal, emprunté en français régional, s'étendait jadis sur peut-être 200 km plus au sud, depuis Nantes jusqu'à la Tremblade. Mais le problème, c'est que en dehors des glossaires régionaux dialectaux, on n'a pas d'autres attestations supplémentaires. Donc, on ne peut pas écarter la possibilité qu'il puisse s'agir d'un fait dialectal et donc d'un fait ponctuel d'emprunt francisé, habillé en français, si on veut, qui aurait exceptionnellement franchi la barrière médiale de l'écrit sous la plume de cette veuve. Et donc, le statut de ce type de caractéristique-là, qui est issu du contact linguistique dans les lettres, il peut assurer. On se demande, est-ce qu'il s'agit d'idiolectalisme, de faits dialectaux ponctuels habillés en français? Est-ce que c'est un xénisme? Ou est-ce que c'est un emprunt qui est bien acclimaté, mais qui n'a tout simplement jamais franchi la barrière médiale du code graphique auparavant? Donc, la question reste en suspens, en attendant de relever peut-être davantage d'attestations. Et puis, le deuxième exemple, maintenant que je vais vous présenter, est un cas dont on sait, au contraire, cette fois, qu'il s'agit d'un emprunt stabilisé en raison de la postérité qu'il a connue et des sources qu'il atteste dans divers endroits. Donc, il s'agit encore une fois de la même lettre et du même passage même. Donc, c'est le type cagouille probablement avec L palatale, qui est un substance, qui est une dénomination pour le cerveau ici, puis qui est encore présent d'ailleurs aujourd'hui dans cet espace-là ici. Et puis, c'est un mot qui est un emprunt à l'occitan, où le type lexical existe à date ancienne, et qui a été relevé dans la lexicographie française en 1611 dans le dictionnaire de Code-Greve, où il figure sans marque diatopique. Et pourtant, il s'agit sans conteste d'un diatopisme, au vu de sa rareté dans la documentation et de l'ère moderne qui l'occupe par la suite. Cagouille, selon la forme graphique moderne, est emblématique encore aujourd'hui des Charentes. Et les Charentais sont même d'ailleurs régulièrement surnommés les cagouillards. Le lexème va réapparaître près de 3 siècles plus tard. Donc, il y a un vide là, dans la documentation entre Code-Greve et le supplément de Littré en 1877. Donc, et puis, par la suite, il va figurer ponctuellement dans la lexicographie contemporaine. On peut penser que les dictionnaires contemporains l'ont pompé de Littré.
Et puis, il va être toujours ce mot accompagné d'étiquettes géolinguistiques plus ou moins appropriées. Le lexème s'est dérégionalisé en passant dans un vocabulaire technique et dans celui de la mode. Alors d'abord, il a pris par métaphore, dans le vocabulaire maritime, le sens de motif d'ornementation formé d'un enroulement en spirale, volute d'un vaisseau, qui est présent dans toute la lexicographie française du XVIIe au XXe siècle. Et puis, sa popularité aux Antilles pour désigner un ornement porté par les femmes dans leurs cheveux lui vaut également de figurer dans le Larousse de la fin du XIXe siècle, où il est défini comme étant le nom vulgaire d'un petit ver luisant des Antilles que les femmes de ce pays mettent comme ornement dans leurs cheveux. Ça existait. Oui, c'est curieux quand même de se mettre des verres dans les cheveux. C'est-à-dire que Est-ce que je peux quand ajouter j'étais quelque ado, chose C'est le père ou c'est la copine? quand j'étais ado, on faisait ça aux filles, mais je ne savais pas que ça pouvait exister volontairement, quoi. À Marseille, une cagole, Ouais. Ah oui, c'est une fille avec une espèce d'hyperféminité. D'accord. tout à fait. Il y a même une collection de Balenciaga, des bottes qui sont sorties, qui sont des bottes assez, vous pouvez imaginer le genre de bottes, qui s'appellent les bottes cagole. Donc les marques de luxe récupèrent en plus. Oui, c'est généralement pas vraiment du luxe, les hyperféminines de Marseille. Par pied de nez, ben, ça, c'est une récupération de quelque chose qui est au départ perçu comme négatif, et il y a un marketing qui est fait autour de ça pour attirer l'attention, je pense. Mais tout à fait, c'est vrai. Alors, on voit bien qu'avec cet exemple-là, par contraste avec l'exemple précédent, on a affaire à un cas, cette fois, qui est bien représenté dans la documentation, même s'il n'est pas attesté à l'écrit dans le sens d'escargot, à part dans cette lettre de cette veuve. On voit bien que c'est un mot qui est bien connu des dictionnaires enregistrés, même s'il y a quelques lacunes quand même dans la documentation. On a vraisemblablement sous les yeux, cette fois, un emprunt stabilisé en français régional et aussi à mettre en lien avec la postérité qui le connaît jusqu'à l'heure actuelle. Voilà. Donc, et maintenant, un mot sur les perspectives futures. Alors, pour les raisons que je viens d'évoquer, en lien avec le statut des emprunts, qui peuvent être stables ou ponctuels, les caractéristiques relevées doivent pouvoir être attestées dans plus d'une lettre. Et d'un point de vue méthodologique, l'objectif de notre projet, ce n'est pas de relever des apaxes ou des idiolectalismes, mais on souhaite identifier des caractéristiques qui appartiennent aux régiolectes occidentaux de l'époque. Et comme les lettres recèlent un nombre important de premières attestations, il est souhaitable qu'on puisse les attester plus d'une fois et même idéalement chez plus d'un scripteur. Et en plus, d'un point de vue sociologique, il y a certaines caractéristiques qui pourraient éventuellement être corrélées avec des facteurs sociaux, comme l'origine géographique, l'appartenance à un milieu socio-professionnel ou à une couche sociale, etc. Donc, c'est pas sûr qu'on parvienne à tirer des conclusions définitives au sujet de ces variables dans un échantillon de 1000 lettres, qui est relativement réduit par rapport aux dizaines de milliers de lettres du fond des Price Papers, mais on estime qu'il sera à tout le moins possible de dégager certaines tendances. Et puis, ces considérations d'ordre méthodologique entraînent le besoin d'atteindre dans l'échantillon l'ensemble des attestations pour une même caractéristique, ce qu'une interface d'interrogation du corpus permettra à terme de faire. Donc, les lettres vont être d'abord transcrites en adoptant un protocole de type diplomatique, et dans l'objectif de rendre le corpus interrogeable, il est ensuite prévu de le tokeniser, de le lématiser et de l'annoter au moyen d'un jeu d'étiquettes morphosyntaxiques. Et là, j'ai présenté des phénomènes de contact en lien avec le lexique, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses qu'on peut utiliser évidemment dans ces lettres-là. Donc, la méthodologie qu'on a adoptée pour le projet Macintosh demeure somme toute très classique. On n'a pas réinventé la roue. Édition numérique, annotation, outils d'interrogation. Il y a seulement peut-être la confection d'un outil de lématisation qui va être propre à la documentation étudiée, qui est un outil développé à l'heure actuelle par Gilles Souvé à la TIF
à Nancy, qui est sa fameuse plateforme LGERM, mais qui va être adaptée pour les besoins du projet, qui va donner lieu à un outil de thématisation qui va s'appeler LGERM Peul, pour LGERM Peu lettré. Donc, mis à part cet outil de thématisation-là, la nouveauté apportée par le projet au plan, disons, des humanités numériques, elle demeure assez réduite. Donc, ce sont plutôt, telles qu'on est à présent en mesure de l'appréhender, les nouvelles données contenues dans cette documentation qui pourront véritablement, on l'espère, conduire à un saut qualitatif dans notre connaissance du français de cette époque. Et à ce titre-là, les lettres, elles contiennent une grande quantité de phénomènes qui ont fini par faire souche outre-mer dans une ou plusieurs variétés de français ou de créole, pour lesquelles on ne disposait parfois d'aucune donnée directe à ce jour, hormis, dans certains cas, des attestations contemporaines très récentes. Et ces particularités-là, étant donné qu'elles ont connu outre-mer une postérité jusqu'à nos jours, défiant le temps et les mouvements démographiques, qui ont été nombreux quand même outre-Atlantique, elles devaient certainement à l'époque couvrir des aires géographiques considérables et avoir été fréquentes non seulement dans le français parlé des strates socialement dominées de la population. Et c'est leur exclusion du répertoire français revêtu de toutes ces caractéristiques canoniques qui a eu pour effet de les placer hors de notre vue. Donc, on espère que les résultats de ce projet permettront d'observer ces caractéristiques avec la dernière précision, de façon à enrichir sensiblement notre connaissance du diasystème français à une période de grande diffusion de son histoire. Et le code qui s'affiche ici permet de télécharger la bibliographie de cette présentation si vous le souhaitez. Je pense que ça doit fonctionner à distance aussi. Et je m'arrête ici. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette belle présentation et donc l'introduction à ce nouveau fonds extrêmement riche qui va apporter beaucoup d'éléments nouveaux à notre connaissance du français des XVIIe et XVIIIe siècles, c'est en grande partie inconnu. Donc, je donne la parole à la salle pour commencer. Michel? Oui, j'ai une question et une remarque. La question, c'est est-ce que vous allez aussi tirer des conclusions sur la prononciation du français de ces époques-là? Tout à fait. Ah oui, parce que ça, c'est très intéressant. Il y en a énormément, des caractéristiques graphophonétiques. Voilà. Oui, il y en a beaucoup, notamment par exemple le maintien d'une ancienne diphtongue, surtout occidentale. Mais pour moi, cette fameuse évolution qu'on connaît, T pour toi, crère pour croire, par exemple. C'est à je t'avoue, A pour en. C'est, me semble-t-il. Hein. Oui. Voilà. Oui. Quand j'étais petite, dans l'orléanais, on disait all pour elle. Oui. Vous voyez, il y a des tas de trucs. Oui, en français québécois aussi, c'est encore comme ça. Voilà. Elle a dit ça. Voilà. Elle a dit ça. Elle m'a dit que, etc. Alors, la petite remarque, c'est par rapport à épingle à nourrice. Parce que quand j'étais petite, bon, on disait épingle de nourrice, mais c'est peut-être parce que je suis du Midi. Ça, j'interroge un peu tout le monde qui a été concerné par les épingles de nourrice, parce qu'on ne les utilise plus maintenant. Alors, épingle de nourrice ou épingle à nourrice? Deux. Je me suis dit, bon, comme moi. Deux en Suisse aussi. C'est épingle. Oui, il est noté pour la Suisse, mais seulement dans le Jura. Hein? Oui, mais seulement dans le Jura suisse. Oui, non, mais moi, c'est le Midi, hein. C'est la Provence. Mais oui, c'est l'épingle qui appartient à la nourrice. C'est pas l'épingle pour épingler la nourrice. Il y a une grande méditation. Je peux vous dire qu'elle avait une forme spéciale pour éviter de piquer le bébé autant que possible. Parce que quand on longeait avec une épingle de nourrice. Alors ça, c'est des données qui viennent du projet français de nos régions. Ce sont des enquêtes qui ont été faites par crowdsourcing, sciences participatives si vous préférez, entre 2015 et 2022. Donc, il faudrait peut-être effectivement revoir. Il faut corriger là. Ouais. Mais vous savez, ces données-là, ce sont des données d'auto-représentation aussi. Hein.
Donc, ça dépend aussi beaucoup du degré de conscience des locuteurs par rapport à leur propre usage. Justement, oui, parce que c'est aussi le génitif en A ou en 2. Et alors, chez moi, c'était 2. Oui, mais c'est l'expression de bas niveau de langue de l'appartenance, le chapeau à ma tante. C'est ça. C'est le datif en même temps. Alors, je voulais afficher quelques messages de remerciements qui s'adressent aux deux communications. Là, vous voyez, vous avez des remerciements pour les présentations de Alors, il y a un la première. qui sont bien l'examen. Voilà, et là, et au-dessus, il y a aussi, je voulais vous montrer, pardon, pour les auteurs des communications qui lisent les messages. Voilà. Voilà, il y a des messages qui s'adressent à la première présentation. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la salle avant de passer au connecté? Jacques? Non, il n'y avait pas. Oui, vous avez évoqué dans les perspectives, mais déjà dans le présent, le travail d'annotation. Et vous l'avez indiqué comme étant des annotations morphosyntaxiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur, effectivement, les éléments qui sont, les éléments morphosyntaxiques qui sont annotés? Alors ça, c'est tout un dossier à venir auquel on n'a pas commencé à s'attaquer encore parce que, comme je disais tout à l'heure, le projet il a démarré au 1er janvier de cette année. Donc c'est dans la dernière phase du projet qu'on veut le faire. Mais on compte s'inspirer de jeux d'étiquettes de Catex développés localement et on va l'adapter pour les besoins du projet aussi. Voilà. Et est-ce qu'il y a dans la deuxième question, un peu intéressée là aussi, est-ce que vous avez une recherche envisagée sur les variantes orthographiques, mais spécifiquement sur la variante orthographique, comme on l'a fait avec les collègues de Praxilingue à Montpellier, Agnès Stocart, entre autres, sur les grands projets. Oui, j'ai vu les correspondants, la correspondance des peu lettrés, des soldats, la guerre 14-18, où on a commencé très largement à travailler sur ces variations orthographiques. Et là, ce serait également intéressant. L'extrait que vous nous avez lu est tout à fait convergent avec des analyses en macro de ces phénomènes de littératie très particulière, quoi. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a plusieurs points en commun entre la documentation que moi j'observe pour le 17e et 18e et le corpus. Absolument, j'ai vu. Plusieurs points communs, effectivement. Mais ça, c'est une des raisons aussi pour lesquelles on a prévu faire deux types d'éditions. En fait, une édition diplomatique, donc plus fidèle au texte, et puis une édition aussi interprétative, par définition interventionniste, un peu plus, pour pouvoir ensuite chercher dans les textes. Exactement. Mais il y en aura deux, effectivement, pour pouvoir... Ça, pour nous, ça va être accessible et exactement. Oui. Merci. Oui, je voudrais dire que le nom de la moule en latin, le nom le plus usuel, c'est musculus, celle qui ressemble à la souris. Oui. Et il me semble que ce que a dû se conserver assez longtemps en français, ça se prononce assez bien. Apparemment, non. Apparemment, non. Et ce que j'ai regardé, par exemple, dans le... Déjà, de toute façon, comment dire, cette graphie-là de muscle qu'on trouve dans la lexicographie française, elle n'apparaît pas en dehors des sources qui ne sont pas métalinguistiques, qui ne sont pas du discours savant. Donc, c'est une graphie, en fait, ce qui disparaît très tôt dans l'histoire de la langue. Donc, ça a l'air de s'être amené, en réalité, assez tôt. Ouais. Est-ce que vous faites un lien avec la mouclade? Parce que ce plat existe. Et alors là, pour le coup, c'est un plat à partir de moules, un plat régional, et c'est effectivement plutôt la Gironde. Et c'est assez... pour le coup, je me suis dit, là, le S a disparu, mais le E est conservé. Voilà. Oui, tout à fait. Merci pour la réponse. Intéressant. Oui. Quand tu parlais des étiquettes inspirées de Catex,
Les versions que je connais de Catex s'en tiennent aux parties du discours, ne vont pas jusque dans l'inflexion, pluriel, singulier, ou les temps pour les verbes, etc. Est-ce que c'est un truc qui est envisagé dans le projet, ou est-ce que c'est vraiment s'en tenir aux parties du discours? On a l'intention dans un premier temps de s'en tenir aux parties du discours. Ok. Et puis éventuellement, pour un prochain projet, d'affiner ça encore davantage. Je veux faire un truc qui marche et simple pour commencer. Et après, développer éventuellement. Et en plus, je pense que la nécessité va commencer à se faire sentir à partir du moment où on va alimenter la base davantage. C'est-à-dire que le 1000 lettres, c'est pas rien, mais c'est pas non plus un corpus infini. En plus que les lettres, elles font deux folios, donc c'est pas très... ce sera pas un corpus énorme, mais plus le corpus va s'enrichir éventuellement, plus la nécessité de ces raffinements, si on veut, de la notation va se faire sentir et va être intéressante. Tout à fait. Ok. C'est vrai que par exemple, si tu veux faire des interrogations sur la morphologie verbale, si tu n'as pas l'inflexion, bah, tu n'as pas grand-chose, quoi. Tu interroges sur le graphique. Et après, je ne sais pas si Algerm fonctionne avec de l'apprentissage en intérieur. Oui. Donc, effectivement. Il y a une partie d'annotation qui va être faite par Algerm. Ouais. Et effectivement, ça veut dire que plus tu augmentes le corpus, plus tu auras de finesse pour pouvoir aller dans l'inflexion automatique. Ok. Maintenant. Tout à fait. Oui, j'ai l'esprit d'escalier, je reviens un moule, parce qu'en anglais, c'est très amusant, parce qu'il y a une homonymie parfaite entre muscle. Sauf que muscle, la moule, c'est MU2SEL, et le muscle, muscle, c'est MUSCL. Or, comme l'anglais vient de l'ancien français, votre muscle avait déjà plus que des S très tôt. Oui. Enfin, je sais pas. Après, c'est peut-être une variante aussi, éventuellement anglo-normand. Oui. C'est pas impossible. Oui, l'anglo-normand aurait dû garder plus de cas. C'est ça. Dans cette position-là, intérieure, je ne sais pas. Je ne sais pas. Intérieure, je ne crois pas. Peut-être pas. C'est vraiment dans l'hermée. Il me manque quelqu'un qui fait de la phonétique historique. Moi, je n'ose pas me lancer. C'est de ça qu'on a besoin. Hein. Mais le S devant nous, de phonologie historique. Mais le S devant consonne, il ne tient pas dans la diacritique. C'est ça. Non, mais il y a d'abord, je pense qu'il y a quelque chose qui advient d'abord au C, enfin, l'élément C. Parce qu'il y a un représenté par la lettre C. Ensuite, voilà. Vous avez aussi des interventions en ligne. Là, parce que je pense à masculin et mâle. Oui, voilà. Absolument. Alors, je crois qu'il y a d'abord quelque chose qui arrive, disparition, et puis le S encore prononcé, et qui est passé dans l'anglais. Comme vous le savez, le S devant consonne en anglais reste plutôt forest plutôt qu'au forêt. Bon. Et puis on arrive à un aménagement complet. Je crois que c'est comme ça que ça marche. Mais j'ai peur de dire des énormités parce que je ne suis pas médiéviste. Je fais de la phonétique historique. Le témoignage de l'anglais, il n'est pas toujours déterminant dans la mesure où le français, comme son influence en Angleterre, a été quand même très savant, très livresque. Donc, il y a des consonnes qui se sont maintenues en anglais qui n'étaient plus du tout prononcées sur le continent. Donc, oui. Non, mais on constate qu'en français encore, par exemple, un mot comme ça, on est peut-être revenu là-dessus, un mot comme forest, donc encore au XIe siècle, en France, on entendait le S devant consonne. L'évolution s'est faite après, c'est-à-dire après la conquête, voilà, en France, je veux dire. Donc, on a quand même deux situations, même si le français est en effet quelque chose de lié à un groupe social, à des éléments savants, il y a quand même ce décalage dans les évolutions phonétiques de part et d'autre. Voilà. Moi, oui, Tatiana Taous, oui. Alors, vous particulièrement, concernant la méthode, comment vous y prenez? Vous prenez une lettre, c'est ça que je n'ai pas bien saisi. Vous la lisez, vous repérez des choses qui vous paraissent un petit peu dissonantes par rapport à... Comment vous procédez? Pour la sélection des lettres Non. Bah, mettons que oui, vous les avez sélectionnées et que là, vous individuellement, vous mettez au travail. Vous lisez la lettre, vous repérez
des choses qui vous étonnent? Enfin, j'aimerais bien savoir un peu comment vous procédez. Oui, c'est un peu comme ça, effectivement. Oui. D'accord, parce que j'ai une idée un peu précise. Là, on a beaucoup parlé de phonétique, de graphie, de morphologie, et je me demandais ce que vous alliez faire en syntaxe et si vous aviez prévu. Je pense notamment à certaines constructions à verbe support ou périphrases, et parce que j'ai eu l'occasion de travailler sur des lettres de Champlain et sur la structure être plus infinitif, dans le sens d'aller. Et j'ai l'impression que c'était très courant durant ces périodes. Donc voilà, je voulais savoir un petit peu si vous aviez repéré des phénomènes syntaxiques, mais en même temps lexicaux. De morphologie verbale, donc. Syntaxique, oui, ou même lexicale, quoi. Ça pourrait presque, oui, des constructions verbales. Voilà, je voulais savoir si vous aviez repéré des petites choses. Oui, tout à fait. Parce que là, il me semble que ces exemples-là, on les avait vus, il me semble. Sur l'escargot, ça m'a évoqué des choses qu'on avait déjà. Oui, ici. Oui, voilà, ici. Ah, ouais. Enfin, non, c'est juste une remarque, mais je voulais savoir si. Il y a des phénomènes de morphologie verbale qui sont intéressants. Par exemple, il y a des désinences verbales oxytoniques pour la troisième personne du pluriel, qui sont en lien avec, qui se retrouvent encore aujourd'hui en français acadien traditionnel. D'accord. Donc, de part et d'autre de l'Atlantique, on voit bien le lien entre les deux. Là. Et puis, très récemment encore, j'ai trouvé des formes surcomposées. D'accord, oui, voilà. Facile. Principe, je suis été malade. Qui peuvent potentiellement être les calques de tournures équivalentes de substrat gallo-romain, puisqu'il y en a plusieurs qui sont nombreux à connaître des formes surcomposées de ce type-là. Mais elle est restée au Québec et pas en France. Je suis... À Lyon, c'est resté à Lyon. Beaucoup moins en France. Oui, sur la... Non. Ça m'était complètement étranger. Moi, je me dis que c'est l'auxiliaire, là. C'est l'auxiliaire. J'ai été... Non, c'est pas forcément surcomposé, mais c'est pas... J'ai été malade. Oui. Ça, c'est surcomposé, ouais. Là, c'est plus au niveau de l'auxiliaire. C'est pour ça que je dis un tourneur passif. Mais oui, effectivement, au Québec, il y a une hésitation dans la formation des temps composés pour les auxiliaires. Oui, voilà. Donc, c'est Grovis, oui, dans les mal. Et vous n'avez pas remarqué le être plus infinitif? Non, ça vous a pas. Non, mais si ça vous a pas marqué. Non, mais peut-être qu'il n'y en a pas, tout simplement. Ouais, peut-être. En fait, le problème avec cette documentation-là, c'est qu'il faut faire avec ce qu'on a sous les yeux. Oui, voilà. On ne sait jamais ce qu'on va trouver. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je voulais savoir un peu comment vous y prenez. Ouais. D'accord. Mais une fois que le corpus sera annoté, oui, voilà, c'est ça. Oui, ça va être bien. Est-ce que vous avez le facsimilé? Est-ce que vous allez mettre en ligne les facsimilés? Alors, bonne question, effectivement. Le projet des historiens dont je parlais tout à l'heure, qui sont en train de cataloguer le fond, ils sont en train de numériser l'ensemble des lettres et de les mettre à disposition. Donc, ce qui est prévu, c'est que dans notre base, on fasse un lien entre notre corpus d'interface et la leur. Et eux, ils sont très contents parce que ça va leur éviter de transcrire quand même énormément de lettres. Enfin, il y a quand même un échange de bons procédés. Oui, tout à fait. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la salle? Il me semblait que oui. Oui, Claire de Maréchal. Est-ce que vous parliez pour les êtres plus infinitifs de périphrase, de genre être A, non, etc. Non, juste être. Je fus visiter, alors vous avez ça chez Laclos, dans les liaisons dangereuses, dans la correspondance, c'est pour ça que ça m'intéressait un petit peu. Je fus visiter Madame de machin. au sens Voilà. Oui, dans le sens de je suis allée voir machine. Enfin, voilà. Ça me dit rien. Ça vous dit rien? D'accord. Être pour le verbe aller. Exactement. Tout à fait. Oui. Oui, mais alors là, c'est pas la structure, j'ai regardé en latin, c'est pas, on n'a pas essaie plus infinitif ou même fouissé plus infinitif. Ce sera ad plus gérondif, voilà. Ce que j'ai travaillé là-dessus. Et donc, j'avais fait ça chez Champlain. D'accord. En allant sur le site de l'Université Laval. Ouais. J'ai vu qu'il y avait toute une date. Oui, tout à fait, la base de téléphone, du Trésor de la langue française au Québec. Ouais, vous avez fouillé dans le fichier lexical. Oui, sans doute. Je me suis fatiguée un petit peu. J'ai fait plus et où était. Je crois que j'ai fait été. J'ai été en espérant. D'accord. J'ai cherché s'il y avait un infinitif directement et pas avec une préposition. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la salle? Alors peut-être je peux donner la parole aux personnes connectées. Encore une fois, n'hésitez pas à prendre la parole.
D'ailleurs, Claire a pris la parole sur la tournure avec elle, parce qu'elle participe au projet. Oui, oui. Vous avez trouvé des tournures avec elle pour J'étais de raisonner, ouais, j'ai être à sais pas trop. des réponses progressives. Et alors j'ai trouvé traduction. Les personnes connectées ont-elles des questions? Épingle de nourrice champagne pour Philippe Caron. Non? Sûr? Bon, on a une séance là où il y a peu d'interaction avec à distance. Bon, c'est pas toujours très commode. Non, je nous excuse. Hein. Je nous excuse, Inga Wissner ici. Merci beaucoup, Myriam, pour ce bel exposé. Il n'y a pas de questions, en fait. Il y a un beau projet en cours. On a les travaux de nos maîtres hein, qui nous renseignent sur cette période jusqu'à présent. Et donc, c'est tout à fait attendu depuis longtemps qu'il y ait un travail original sur Corpus. Merci. Merci, Inka. Donc, il me reste encore à remercier les 4 intervenants de cet après-midi, les 2 présentations et 4 intervenants de cet après-midi. Et vous aviez encore une question? Non. Oui. D'accord. Vous souhaitez une bonne fin de journée et vous dire à l'année prochaine. Le programme de l'année prochaine est en cours d'élaboration en ce moment, mais j'essaye, comme vous l'avez vu chaque année, de l'envoyer avant l'été, c'est-à-dire début juillet. Et en tout cas, pour ce qui est des programmes thématiques, finalement, nous allons le prolonger encore 1 an, parce qu'il y a quand même beaucoup à dire. Et il y a quelques personnes qui n'ont pas pu intervenir aussi ces 2 premières années. Donc, ça sera comme d'habitude, programme thématique et présentation d'actualité. Il y a eu pas mal de parutions cette année autour de l'histoire de la langue française. Donc, on va essayer d'inviter les auteurs. Hein, et donc, première séance autour du début octobre. Voilà. À bientôt. Si je me